les mots qui nous apprennent à vivre en guerre. Quand notre langage quotidien installe un champ de bataille dans nos vies. Il faut que j'affronte ma journée. Je dois me battre pour y arriver. Je vais exploser mes objectifs. Il faut écraser la concurrence. Je n'ai pas le droit de perdre du temps. Je dois gagner cette discussion. Il faut que je me donne un bon coup de pied aux fesses. Je vais vaincre mes peurs. Je suis armée pour faire face. On prononce ces phrases sans forcément y prêter attention. Elles glissent dans nos journées comme des expressions toutes faites, des automatismes de langage, des façons de parler tellement répandues qu'elles semblent neutres. Et pourtant, affronter, se battre, écraser, exploser, vaincre, être armé, perdre, gagner, ce sont rarement des mots de paix, des mots de construction, des mots qui préparent le corps à rencontrer la vie avec disponibilité. Ce sont, selon moi, des mots du champ lexical de la guerre. Et si, à force de se parler comme si nous étions justement en guerre, nous finissions par vivre comme si chaque matin on partait au front. Les mots. Et si on osait en parler autrement ? Bienvenue dans Le bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix, plus de présence. Dans cet épisode, on poursuit notre série consacrée au thème « Sortir du paradigme de la violence ». Dans le premier épisode, nous avons parlé de cette violence qui ne se résume pas aux actes extrêmes qui nous choquent quand ils éclatent, mais qui prend aussi racine dans des comportements ordinaires, banalisés, parfois même valorisés sous le nom de mérite, de force, d'exigence, de réalisme ou de discipline. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur quelque chose qui semble bien plus léger, plus quotidien, voire même anodin. Les mots. Les mots que nous utilisons pour parler de la vie, du travail, du temps, de la réussite, des autres, de nous-mêmes. Parce que les mots ne sont pas seulement un habillage de la pensée. Ils ne sont pas simplement utilisés après coup pour dire ce que nous avons ressenti ou ce que nous avons déjà compris. Les mots renforcent nos pensées. Nos pensées influencent nos comportements conscients et inconscients, et notre posture intérieure elle-même vient nourrir les pensées que nous tenons pour vraies. Autrement dit, ce que nous disons façonne ce que nous percevons, et ce que nous percevons façonne à son tour ce que nous disons. Alors non, il n'est pas question aujourd'hui de te proposer de surveiller chaque mot, chaque expression imparfaite ou de culpabiliser dès que le mot combattre traverse ta bouche. Ce serait absurde et ce serait d'une certaine manière déplacer le problème sans réellement le régler. Ce que je te propose, c'est autre chose. C'est écouter les messages que nos mots installent en nous. Pas pour faire du flicage de ton vocabulaire, mais pour que tu comprennes que certaines expressions répétées créent comme un décor intérieur qui va façonner également ton décor extérieur. Parce qu'un mot n'est pas seulement un son. Un mot transporte une image, une signification, une posture, une sensation et décrit ou est amené à déployer tout un scénario. Quand tu dis « il faut que j'affronte ma journée », la journée devient quoi ? Un adversaire ? Une épreuve ? Quelque chose qui vient à toi avec une intention hostile ? Quand tu dis « je dois gagner ma journée », qu'est-ce qu'une journée réussie devient ? C'est un trophée ? Une preuve ? Une victoire à arracher ? Et que devient une journée au cours de laquelle tu as eu besoin de ralentir ? Une journée où tu as plus réfléchi que produit ? Une journée où ton corps a demandé du repos. Qu'est-ce qu'une journée où tu as pris soin de quelqu'un ou de toi sans cocher toutes les cases visibles de la performance ? Est-ce que c'est une journée perdue ? Vraiment ?
Quand tu dis: «Je n'ai pas le droit de perdre mon temps», est-ce que ce temps devient encore un espace à habiter ou uniquement une ressource à rentabiliser? Est-ce que tu as la sensation d'être sous la menace permanente de ne pas faire assez, de ne pas faire assez vite, de ne pas faire assez efficacement? Et quand tu te dis: «Je dois vaincre, je dois gagner cette discussion», est-ce que tu es là encore pour comprendre l'autre, pour clarifier un point de vue, pour rencontrer la vision de l'autre, pour créer du lien ou pour chercher une vérité peut-être ensemble? Ou est-ce qu'une partie de toi se prépare déjà à vaincre l'autre, à écraser l'autre dans l'interaction? Alors bien sûr, les mots ne commandent pas tout, mais ils orientent, ils nous mettent dans certaines dispositions plus que dans d'autres. Si je me répète que je vais affronter ma journée, eh bien je ne me tiens pas exactement de la même manière que si je me dis je vais accueillir ma journée, la traverser, la vivre ou simplement voir ce qu'elle me permet d'expérimenter. L'un ne rend pas automatiquement malheureux, l'autre ne rend pas automatiquement apaisé non plus. Mais les images qui sont véhiculées ne sont pas les mêmes. Dans un cas, je peux être déjà en train de me crisper avec les muscles tendus en anticipation du combat. Dans l'autre, peut-être que je suis plus détendue, plus disposée à accueillir ce qui se présente. Et ça fait partie des choses qui comptent, parce qu'à force d'utiliser des mots de combat pour parler d'activités ordinaires, nous finissons par vivre dans un imaginaire où presque tout demande une mobilisation défensive. Travailler, c'est partir au front. Se reposer, c'est risquer de perdre du terrain. Hésiter, c'est faiblir. Échouer, c'est être battu. S'émouvoir, c'est baisser la garde. Demander de l'aide, c'est montrer une faille. Et sans même en avoir conscience, nous finissons par nous préparer moins à vivre qu'à tenir. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup dans les contenus de performance ou de dépassement de soi: il faut faire la guerre à ses défauts. Il faut triompher de sa procrastination, détruire son manque de discipline, vaincre sa peur, atomiser ses kilos en trop, anéantir sa timidité, éliminer les pensées négatives, casser l'ego, comme si tout ce qui en nous résiste, ralentit ou dérange devait être traité en ennemi intérieur. Mais si tu fais comme si chaque partie de toi qui, remettant en question ta direction, était un adversaire à combattre, à quel moment est-ce que tu passes du temps avec toi de façon apaisée et pas comme si tu étais en territoire ennemi ou en conflit permanent? Bien sûr, il y a des fonctionnements à faire évoluer, des habitudes à remodeler, des peurs à rencontrer ou des réflexes qui ne nous servent plus. Mais faut-il nécessairement déclarer la guerre à tout ce qui en nous ne va pas assez vite ou n'est pas assez performant pour autant? Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Parce qu'au fond, un défaut, c'est souvent un mécanisme maladroit de protection. La procrastination peut cacher une surcharge, une peur de mal faire, une difficulté à démarrer une tâche floue ou un temps de recharge dont on a besoin avant d'entamer un projet ambitieux. Une hypersensibilité n'est pas forcément un défaut à écraser. La peur n'est pas une honte à vaincre. Et un manque d'élan n'est pas toujours une preuve de paresse. Et si nous voulons comprendre ce qui se passe en nous, alors peut-être que la guerre n'est pas la meilleure entrée en matière. Parce que comprendre ce qui se passe en nous demande d'entrer en relation avec ce qui est et qui parfois résiste, pas seulement de chercher à le faire taire. La communication, c'est dire et accueillir les informations qui arrivent. La guerre vise souvent à imposer une idéologie sans chercher à intégrer ce que la partie adverse en pense. Et cela peut sembler être une simple affaire de vocabulaire, mais le langage agit aussi sur notre posture. Et notre posture influence notre façon de voir le monde. Lorsque nos pensées sont saturées de surveillance, d'interprétation, de contrôle, d'anticipation du danger, notre corps s'organise en conséquence. Il se tend, il se crispe, il scrute pour se protéger.
Et quand notre corps adopte une posture de protection, il devient plus facile d'interpréter ce qui vient de l'extérieur comme une menace. Une remarque devient une attaque, un silence est vécu comme un rejet, un désaccord se transforme en une tentative de nous rabaisser. Une demande déclenche de la pression et une incertitude s'assimile à un danger. Petit à petit, nous nous mettons dans une disposition de guerrier ou de guerrière, pas forcément parce que nous voulons attaquer, mais parce que nous croyons devoir nous protéger. Et cela crée un cycle biaisé. Plus je parle comme si le monde était dangereux, plus je me tiens comme si le monde allait me heurter. Plus je me tiens comme si le monde allait me heurter, plus je repère ce qui pourrait confirmer qu'il est menaçant. Je ne vais pas développer tout cela aujourd'hui parce que nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail lors d'un autre épisode de cette série, celui où nous parlerons de cette idée si banalisée que la meilleure défense, c'est l'attaque, et de la manière dont le besoin de protection peut parfois nous mettre nous-mêmes dans des postures agressives. Mais il me semblait important de commencer à poser cette idée ici. Nos mots peuvent entretenir un état intérieur d'alerte. Et un être qui vit trop souvent en alerte n'aborde pas le monde de la même manière qu'un être qui se sent suffisamment en sécurité pour penser, choisir, écouter et créer. Il y a aussi autre chose que nous oublions parfois, c'est que la première personne qui entend absolument tout ce que nous disons, c'est nous-mêmes. Même quand nous parlons des autres, même quand nous plaisantons, même quand nous disons ce n'est rien après ce que nous avons dit, et même quand nous avons l'impression que ces mots ne font que sortir et disparaître. Ils passent par nous. Quand je critique quelqu'un, je ne fais pas que transmettre un jugement vers l'extérieur. Je fais exister ce jugement dans mon propre espace intérieur. Quand, dans une discussion de commérage, nous commentons durement une personne absente, son corps, ses choix, sa manière d'élever ses enfants, son couple, son travail, son manque d'ambition supposée, ou à l'inverse une ambition jugée excessive, sa façon de parler, de s'habiller, eh bien en fait, il n'y a pas que cette personne absente qui est visée. Il y a quelque chose en nous qui écoute aussi. Une part de nous enregistre peut-être « Ah, donc ici, on peut être jugé pour ça ». Si je fais pareil, est-ce qu'on parlera de moi comme ça? Je dois faire attention. Je ne dois pas montrer cette partie de moi, si elle est présente. Je dois rester dans la bonne zone, dans la bonne case. Et sans nous en rendre compte, nous contribuons à créer un espace relationnel où chacun surveille davantage sa propre existence. Parce que si le qu'en dira-t-on peut réellement peser sur une réputation, il finit aussi par peser sur notre propre liberté intérieure. Et plus nous passons du temps à parler des autres sous cet angle, plus le regard des autres risque d'être important pour nous. Nous croyons parfois resserrer les liens d'un groupe en critiquant une personne extérieure à ce groupe. Mais ce que nous installons aussi, c'est un climat où chacun sait que sa place peut devenir fragile dès qu'il ou elle s'éloigne de la norme tacite. Le commérage peut donner une impression de proximité immédiate. On rit ensemble, on se comprend à demi-mot, on partage la même désapprobation, mais à long terme, il peut aussi produire quelque chose de beaucoup moins léger. La sensation que l'appartenance dépend d'une conformité contrôlée, toujours surveillée. Et quand nous parlons ainsi des autres, même sous couvert de légèreté, nous renforçons parfois en nous le sentiment que le monde social est un endroit où il faut éviter d'être la prochaine personne disséquée. Si cet épisode vient déjà faire écho à des situations que tu reconnais, si tu sens qu'il t'aide à poser des mots sur un inconfort diffus dans certaines conversations ou dans certaines expressions, je t'invite à t'abonner au podcast pour suivre la suite de cette série. Tu peux aussi laisser un commentaire pour me dire quelle expression, quelle phrase ou quelle manière de parler t'interpelle aujourd'hui autrement. Tu peux aussi partager cet épisode à quelqu'un qui gagnerait peut-être à alléger un peu le champ de bataille installé dans son langage quotidien. Mais resserrons encore un peu plus le focus. Il y a des mots que nous prononçons contre nous-mêmes lorsque nous allons mal. Pas forcément, évidemment, dans les moments où nous sommes en pleine possession de nos moyens, et sinon c'est pas drôle, mais
Il arrive que j'entende mes coachés se parler très durement, même en temps ordinaire. Et là, je préfère attirer ton attention sur ce qui se passe durant les moments difficiles, plus précisément lorsque nous sommes fragilisés, quand nous sommes malades, épuisés, ou que nous traversons un sacré coup de mou. Parce que ce sont des moments où nous n'arrivons pas à faire ce que nous avions prévu. On a l'impression que notre corps nous ralentit, que notre esprit est saturé. Bref, quand la vie nous demande plus que ce que nous avons l'impression de pouvoir donner, eh bien, là aussi, il arrive qu'on emploie des mots qui ne soient pas très valorisants. Et en fait, au lieu de nous apporter du soutien à un endroit déjà sensible, nous ajoutons souvent de l'huile sur le feu avec des expressions du style «Je suis inutile, je ne sers à rien, je suis qu'une merde, je fais rien de bon, tout le monde avance sauf moi, et puis à quoi je sers si jamais je suis même pas capable de faire ça?» Et ces phrases-là, elles sont terribles. Pas seulement parce qu'elles sont dures, mais parce qu'elles reposent sur une idée encore plus violente. L'idée que notre droit d'exister devrait être validé par notre utilité. Comme si une vie devait produire suffisamment, rendre convenablement service, prouver suffisamment et contribuer de manière assez visible pour mériter d'être accueilli avec respect. Comme si, lorsque nous ne sommes plus performants, plus efficaces ou plus disponibles, enfin bref, plus capables de répondre aux attentes de la société ou des autres ou de nous-mêmes, nous devenions soudain moins dignes de douceur et que nous perdions de la valeur. Après, on s'étonne que tant de nos aînés déclinent à vitesse grand V lorsqu'ils n'ont plus le sentiment de servir à quelque chose. Mais une personne malade ne devient pas inutile. Une personne épuisée ne devient pas un poids moral. Une personne qui traverse un ralentissement ne perd pas sa valeur pour autant. Une personne en arrêt, au chômage ou à la retraite n'est pas un déchet à éliminer. Quelqu'un qui ne produit pas aujourd'hui n'a pas à justifier son droit d'être là. Et un individu, selon moi, ne devient pas moins digne de considération parce qu'il ne produit plus selon les critères attendus de la société capitaliste. Et pourtant, dans ces moments-là, les émotions que nous ressentons peuvent venir renforcer notre discours dévalorisant. Quand je me sens vide, la phrase «je ne sers à rien» peut prendre l'apparence d'une vérité. Quand je me sens honteux ou honteuse, la phrase «je suis nul» peut sembler parfaitement évidente. Si je me sens impuissante et que je me dis «je suis incapable», eh bien ça va sonner comme un constat objectif et peut-être même une condamnation. Une émotion intense n'est pas toujours une preuve. Elle peut être un signal, un état du moment, mais pas une définition de soi. Les émotions apportent une information sur la façon dont nous vivons la situation. Quand elles sont désagréables, les émotions nous signalent qu'une part de nous-mêmes demande de l'attention et elles nous invitent à faire des ajustements pour nous sentir mieux. Si nous n'y prêtons pas attention, nous laissons les émotions donner une autorité démesurée à la violence de nos propres mots. Et dans ces cas-là, ça fait exactement le même effet que si on tombait au fond d'un trou et au lieu de chercher une prise pour remonter, on prenait une pelle en se disant «Bah vas-y, creuse encore». Parce que c'est bien ce qui se passe. Quand nous traversons une phase difficile et que nous nous gratifions de phrases dégradantes, nous ne créons pas du mouvement pour le mieux, nous approfondissons notre chute. Nous nous fragilisons intérieurement au moment précis où nous aurions besoin de soutien, de discernement et de présence. Alors oui, bien sûr, parfois il faudra se remettre en action. Oui, il faudra faire un pas, appeler quelqu'un, reprendre une activité, poser une décision. Mais ce mouvement-là a beaucoup moins de chances d'être juste s'il est arraché depuis le mépris de soi. Les systèmes qui utilisent des mécanismes de domination l'ont compris depuis longtemps. Les mots répétés finissent par fabriquer des automatismes. Décrire certains êtres comme inférieurs, comme paresseux, incapables, sauvages, faibles,
moins digne de considération. Le répéter assez, suffisamment, dans les institutions, dans les discours d'autorité, dans les lois, les échanges quotidiens, l'éducation. À force, ces paroles ne restent plus simplement à l'extérieur. Elles finissent aussi par être intériorisées, par être reprises, par s'installer si profondément que l'individu qui est visé les réactive lui-même, parfois sans que personne n'ait besoin de les prononcer à sa place. Et c'est l'un des pouvoirs les plus redoutables de la parole répétée, c'est qu'elle peut finir par nous faire participer à notre propre régulation. Cette capacité d'intériorisation pourrait être soutenante lorsque les mots nous stimulent de manière constructive, mais lorsqu'ils sont conçus pour rabaisser, contenir ou soumettre, elle devient néfaste. Nous surveiller, nous limiter, nous remettre à notre place nous-mêmes, nous convaincre nous-mêmes que certaines possibilités ne sont pas pour nous, que certaines envies sont ridicules, que certains refus sont exagérés, que nos limites n'ont pas besoin d'être respectées, que nos valeurs peuvent être bafouées en toute impunité et que certains besoins sont de trop. Ce mécanisme ne concerne pas uniquement les violences massives de l'histoire. Il se rejoue aussi à des échelles plus ordinaires dans nos propres vies. Quand une personne entend suffisamment souvent qu'elle est trop sensible, elle finit parfois par s'excuser d'être blessée. Quand quelqu'un entend qu'il ou elle est fainéant dès qu'il ralentit ou qu'il a un rythme plus lent que celui d'autres personnes, il finit par culpabiliser dès qu'il a besoin de repos. Quand un enfant entend qu'il est insupportable à longueur de journée, il finit par se percevoir comme un problème à gérer plutôt que comme un être en apprentissage. Quand une personne entend que ses besoins prennent trop de place, elle finit par ne plus oser les nommer, même intérieurement. Parce que là encore, les mots ne sont pas que des mots. Ils deviennent des cadres d'existence. Alors, je veux tout de même rester nuancée, parce que dire que les mots ont du poids ne signifie pas que chaque phrase prononcée nous condamne. Nous avons tous et toutes eu l'occasion de faire des maladresses. Mais parce que évidemment, nous avons appris à fonctionner avec des automatismes, des expressions héritées, des mots qui sortent plus vite parfois qu'on ne voudrait et des formulations qu'on ne remet en question qu'après coup. L'idée n'est pas de vivre dans la peur de mal parler. L'idée, c'est de reconnaître que certaines paroles, surtout lorsqu'elles sont répétées, peuvent installer une certaine atmosphère et que nous avons la possibilité, peu à peu, de choisir si l'atmosphère dans laquelle nous évoluons nous aide à mieux vivre ou si cette atmosphère nous prépare sans cesse au combat. Parce qu'il y a une différence entre parler pour clarifier et parler pour écraser. Il y a une différence entre nommer une difficulté et se définir entièrement par elle. Il y a une différence entre appeler à une mobilisation et traiter quelqu'un comme s'il n'avait de la valeur que s'il produit. Il y a une différence entre dénoncer une violence et diffuser la violence comme si le choc était la seule pédagogie possible. Et évidemment, il y a une différence entre reconnaître une peur et lui confier tout le gouvernail et la chaîne de décision. Cette différence, elle compte. Alors concrètement, que faire de tout ça? Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est peut-être commencer par écouter autrement. Pas forcément pour te surveiller, mais juste pour observer les mots qui te viennent et qui reviennent souvent dans ta tête et qui passent à travers ta bouche. Est-ce que tu affrontes tes journées? Est-ce que tu perds ton temps dès que tu produis pas? Est-ce que seule la maladie ou la mort peuvent justifier un temps de repos qualitatif sans que tu te sentes trop coupable, par exemple?
Est-ce que tu mènes la conversation uniquement pour montrer que tu as raison ou est-ce que c'est pour construire du lien? Considères-tu que tu dois vaincre tes peurs avant de t'autoriser à vivre? Et puis surtout, est-ce que tu crois que tu dois te parler comme quelqu'un qu'il faut dresser, qu'il faut mater? Et comme on dit chez nous, si tu es en train de mal parler de quelqu'un, est-ce que tu le fais simplement pour te détendre, sans savoir que ce type de propos a aussi un impact sur toi-même? Ce sont des questions qui peuvent t'aider à mieux repérer la façon dont tu t'exprimes et surtout l'impact que ça a pour toi. L'idée n'est pas de remplacer mécaniquement tous les mots qui te viennent par des synonymes plus doux, mais de te demander quelle image est-ce que je suis en train de fabriquer? Quelle image du monde je suis en train de fabriquer pour moi-même? Quelle posture cette expression me propose-t-elle? Et est-ce que cette posture que j'habite actuellement me sert vraiment? Parce que nuancer ton propos ou orienter différemment ton propos te permet parfois de créer de l'espace. Plutôt que de te dire je dois affronter cette journée, tu peux dire je vais traverser cette journée du mieux que je peux. L'expression je suis inutile aujourd'hui parce que je suis fatiguée peut devenir aujourd'hui je n'ai pas l'énergie habituelle, cela ne retire rien à ma valeur. Quand tu te dis j'ai perdu mon temps, cela peut être transformé en bon, je n'ai pas fait ce que j'ai prévu aujourd'hui, mais cette journée a quand même existé. Qu'est-ce qu'elle m'a appris, montré ou demandé? Cela te permet de faire le point sur ce qui s'est réellement passé dans la journée sans dévaloriser l'expérience que tu as vécue. Et plutôt que de dire je dois absolument montrer que j'ai raison, eh bien en fait, quand tu discutes avec quelqu'un, tu peux te dire je veux être entendu, mais je veux aussi comprendre ce qui se joue dans la relation. Il ne s'agit pas d'affadir le réel, il s'agit de cesser de charger chaque espace de vie avec des images de bataille, avec des représentations belliqueuses lorsque ce n'est pas nécessaire. Et peut-être qu'en faisant cela, nous commençons à percevoir autre chose, quelque chose qui est peut-être un peu plus essentiel, parce que les mots que nous choisissons ne font pas que décrire le monde. Ils contribuent aussi à déterminer de quelle manière nous allons l'habiter. Si je parle de moi comme un fardeau, je n'habiterai pas mon corps comme un allié. Si je parle des autres comme des menaces permanentes, je n'entrerai pas en relation avec la même ouverture. Si je parle du temps comme d'un ennemi à vaincre, je ne l'éprouverai pas comme un espace vivant. Et si je parle de mes peurs comme de monstres à terrasser, eh bien je risque de ne plus entendre ce qu'elles tentent de me montrer. Tout ça pour te dire que quand on parle sans cesse depuis le champ lexical de la guerre, même avec l'intention de mieux vivre, on risque de continuer à organiser son existence autour de ce qu'on ne veut plus vivre, justement. Et si en m'écoutant, tu reconnais que certaines paroles, certains mots que tu emploies envers toi-même sont devenus trop durs et que ton langage intérieur t'épuise plus qu'il ne te soutient, ou que tu aimerais apprendre à te parler avec plus de justesse sans tomber dans la complaisance, sache que c'est aussi le type de chemin sur lequel j'accompagne. Tu peux me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur et m'écrire si tu ressens le besoin d'échanger ou découvrir les offres et mes ressources en description pour aller plus loin. L'idée n'est pas de faire de toi quelqu'un qui ne pense plus jamais de travers, mais de t'accompagner à construire ton espace intérieur là où ta parole ne devient plus systématiquement une arme retournée contre toi. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'on a abordé. Il y a des mots que nous avons reçus, des mots que nous avons répétés, que nous avons pris pour des évidences et que nous utilisons parce que tout le monde les utilise. Et puis surtout, il y a des mots qui nous ont aidés à tenir pendant un temps particulier.
tout comme il y en a d'autres qui continuent à nous préparer à la guerre, alors même que nous aspirons à la paix. Nous ne pouvons pas toujours choisir ce que nous avons entendu, mais nous pouvons commencer à choisir les mots que nous voulons voir devenir une voix d'autorité en nous-mêmes. Alors au cours des prochains jours, je t'invite simplement à remarquer quels mots emploies-tu quand tu veux te donner de l'élan. Quelles expressions te viennent spontanément quand tu es déçu de toi-même? Quelles phrases prononces-tu pour parler du temps, du travail, des autres, de tes peurs? Et quel monde, selon toi, ces mots sont-ils en train d'installer à l'intérieur de toi? Et puis, si jamais tu remarques que ça ne te convient pas, eh bien, je t'invite à noter des formules qui te conviendraient davantage sur ton application Notes, sur un carnet ou sur un tableau. Si jamais tu as tendance à afficher, tu as un espace chez toi où tu peux afficher des pensées soutenantes, des phrases positives, etc. Dans le prochain épisode, nous allons continuer cette exploration du paradigme de la violence en entrant dans une autre zone sensible. Quand la souffrance devient une preuve de mérite. Alors, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait. Parce qu'après avoir regardé les mots qui nous apprennent à vivre en guerre, il serait temps d'interroger cette croyance si répandue selon laquelle ce qui fait souffrir aurait forcément plus de valeur que ce qui devient juste, fluide ou maîtrisé. Merci encore d'être entré dans cette bulle de réflexion avec moi. Je t'invite à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne Victoria Porte-Bonheur en laissant un like sous cet épisode ou un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Et puis si tu as des questions, tu me les poses, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux également me retrouver dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur, parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur, dans le bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant nos ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!